Bonjour à tous. Donc là, on va rentrer dans la pure tradition Clever Cloud avec un truc qu'on appelle le Ask Me Anything. Donc en fait, chez Clever, toutes les 3 semaines, un mois, globalement, toute la boîte peut poser n'importe quelle question à moi dans un long call. Et on s'est dit qu'on allait faire ça avec les partenaires et clients. Est-ce qu'il y a des trucs auxquels on n'a pas répondu comme question? Est-ce que vous avez des questions sur Clever auxquelles on n'a pas répondu? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Voilà, pour être très clair. Et on va peut-être filer des micros qui se baladent dans la salle. Qui a une question? Une question là. Bonjour. Il y a dernièrement, vous avez sorti alors là, c'est très technique plutôt, la gestion des logs, qui est nouvelle. Et du coup, en comparaison, par exemple, Grafana avait sorti sa suite Loki, machin, OpenTelemetry. Et du coup, c'était la question de votre système de log est d'apparence propriétaire, du coup, ou voilà, il n'y a pas. C'est la question pourquoi ne pas avoir utilisé la brique OTL, tout ça qui a l'air d'être plutôt tout comme Wrapten, je crois, votre système de métriques, qui n'est pas intégré dans Grafana Cloud ou dans voilà. Euh, alors, le système de log dans son intégration repose sur des briques open source, notamment la manière dont on remonte les logs. Alors, c'est pas de l'open télémétrie à la collecte, mais on transporte ça via le même produit qu'on vous met à disposition, qui est le Topic as a Service sur Apache Pulsar. Donc, c'est de la technologie open source sur laquelle on contribue. Et on a d'ailleurs un core committeur qui fait partie de l'équipe Clever. Et on a une intégration par-dessus qui nous permet de créer l'indirection et de vous masquer la complexité de la consommation via le Topic as a Service pour votre expérience intégrée après dans la console. Parce que il y a globalement 3 typologies de consommation des logs. C'est tu as les logs temps réel, tu as les logs en relecture sur une fenêtre de temps, et tu as ensuite l'expérience de search, de recherche dans ces logs. Et pour ça, pour avoir une bonne expérience et bien intégrée dans la console, on a besoin de faire une surcouche à tout ça, mais qu'on pourrait faire dans Loki. Tu parles de Loki, c'est une solution respectable, mais qui a aussi ses défauts. C'est-à-dire que tu rentres par un formalisme qui est celui de Loki, qui du coup a une indexation uniquement sur ses métadonnées, mais qui est très faible en capacité de recherche. Et dès que tu dois rechercher dans tes logs, bah, tu es obligé de crawler toutes tes données Loki, et là, les perfs s'effondrent, puisque ça correspond pas au modèle. Donc, moi, je respecte les solutions comme Grafana, etc. Ça correspond pas forcément à ce qui est attendu par nos utilisateurs, sur lesquels on a besoin de venir avoir la maîtrise technologique pour créer une meilleure expérience et mieux intégrer. D'ailleurs, puisque tu poses la question, j'en profite pour dire que les access logs sont en train d'arriver aussi dans la console. Historiquement, il fallait passer par la CLI pour les voir, et on pouvait même utiliser des drains pour les connecter à des systèmes extérieurs, dont Grafana potentiellement, ou Elasticsearch. Et là, c'est validé en interne. On a une console où on est en train de tester l'expérience dans tous les sens pour vérifier. Donc, les access logs sont aussi en train d'arriver. Et on a velléité à effectivement, via les drains, venir mettre un connecteur OpenTelemetry sur l'exposition des logs en dehors du système de la Logs API qu'on fournit. Après, un point aussi, c'est souvent des gens vont prendre des points spécifiques et nous demander pourquoi on s'en sert pas, etc. En fait, on essaye d'avoir une pensée un peu unitaire au niveau de la gestion de data. Aujourd'hui, on prend dans la gueule des centaines de gigas à l'heure de data, et on essaie de tout sécuriser sur une plateforme de data construite autour en fait des technos qui donnent Materia, et c'est du fondation et c'est ce genre de choses. Et donc du coup, des fois il y a des briques technologiques, c'est pas qu'elles nous intéressent pas, c'est plus que ce qu'on veut, c'est fournir une expérience unifiée à nos équipes sur de la gestion de load, et on n'a pas envie de se retrouver avec des tonnes de clusters différents. On préfère avoir la totalité de notre observabilité qui glisse dans le même système de data. Donc des fois, c'est plus un choix, tu vois, qui va être structuré comme ça, parce que quand on va devoir faire du on-premise, quand on va devoir faire, tu vois, on a envie de pouvoir simplifier vachement la gestion. Voilà, je sais pas si on a répondu à ta question ou pas. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, c'était très technique. Pas du tout technique, il y a une question sur YouTube par rapport au projet sur Clever Cloud Africa. Alors, on en a pas mal parlé hier, mais je pense que ça vaut le coup
en quelques mots de réexpliquer un petit peu. Ah, c'est juste, c'est quoi le projet? Ok. Exactement. En fait, vraiment, moi, ma stratégie, elle est de dire, il nous faut des alliés. On va aller chercher les alliés là où ils sont, c'est-à-dire des endroits qui sont déjà délaissés par les géants américains et les géants chinois. Et par ailleurs, il y a des endroits avec lesquels on a une certaine proximité culturelle, parce que par exemple, il n'y a pas de barrière linguistique. Hein. Quand on est en Côte d'Ivoire, on parle tous français, c'est très pratique. Parce qu'il y a du vécu commun. Après, on peut qualifier le vécu comme on veut, mais mine de rien, il y a des références culturelles communes, il y a beaucoup de choses qui sont en commun, et il y a déjà des flux financiers et de l'activité. Enfin, c'est très con, hein, mais quand vous voulez aller à Abidjan, en fait, en Europe, vous faites concentrer sur Paris. Tu n'as pas de vol direct Londres-Abidjan, ça n'existe pas, ça. Tu fais un Londres-Paris, Paris-Abidjan. Je sais, je me suis tapé il n'y a pas longtemps, donc c'était très pénible. Parce que du coup, je me suis pas tapé ça. Moi, je me suis tapé 4 heures d'escale à Casablanca au milieu de la nuit. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est la première chose, c'est qu'on a des alliés potentiels là-dessus. Donc, le projet Clever Cloud Africa, c'est d'abord la mise en place d'une holding en Afrique, où on a des partenaires commerciaux et financiers africains avec lesquels on va développer le continent. Donc c'est une holding où on partage les parts avec des gens du territoire en fait qu'on vise. Et après on a créé West Africa. West Africa donc sur la zone ouest et la première zone CFA. Le projet il est lequel? Il est de dire on amène de la technologie pour créer un cloud souverain, parce que c'est compliqué de créer le cloud, donc on amène notre technologie, on amène notre savoir-faire aussi sur l'animation de communautés, sur la création d'un écosystème, sur la mise en place de R&D. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont investir un peu d'argent, mais qui vont investir surtout de l'énergie et de la vision, pour qu'en commun, on arrive à faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on réinvestit tous, on génère des clients sur place. Donc là, on installe des machines. La zone Abidjan n'est pas ouverte parce que pour l'instant, on ne migre que des gros clients dessus. Mais en fait, le deal qu'on a signé avec New Digital Africa fait qu'on a déjà tout le cloud de Data Connect à migrer dessus. Donc on a déjà beaucoup de clients en train de migrer en fait à l'intérieur de ce truc-là. Et ça tourne. La zone fonctionne. Il y a déjà des ingénieurs qui viennent de part et d'autre et qui font le voyage, soit des Ivoiriens qui viennent en France, soit des Français qui vont en Côte d'Ivoire. Et ce qu'on fait, et c'est là qu'on est très différent des autres, c'est que tout l'argent qu'on gagne en Côte d'Ivoire va rester en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on va créer des centres de R&D en Côte d'Ivoire pour poursuivre le travail qu'on fait ici, sur des projets open ou sur des projets zone grise. Voilà. On va créer de la compétence et on va faire grossir une structure panafricaine dont l'objectif est clairement de fournir en fait un cloud souverain à des endroits où pour l'instant il n'y en avait pas, mais à chaque fois en association. Donc on recrée une boîte par pays. Alors je vous laisse le patchwork juridique pénible qui est compliqué. C'est pour ça que vous avez des sous-filiales en permanence, parce que si vous pilotez tout ça depuis un truc européen, vous avez envie de vous flinguer. Mais le but, à chaque fois, c'est de créer avec des locaux pour pouvoir garantir que c'est une souveraineté locale, que je suis pas là pour imposer mes vues et mes lois, que c'est pas ma façon de faire. Et à chaque fois, on a une approche qui est vraiment de dire, bah, créons un cloud multilocal, multi-souverain, qui permet à tout le monde de s'insérer dans cette histoire-là et de faire un bon business pour tout le monde. Donc c'est ça notre stratégie en fait. Je sais pas si j'ai été clair dans ma réponse ou pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant que je vous pose une autre question? J'arrive. Bonjour à tous. Donc j'ai une question particulière concernant donc vos concurrents, bien vos partenaires. En particulier, donc je fais référence à Scaleway et OVH. Là, par exemple, si je fais une analogie avec les Américains, donc on voit que par exemple Microsoft et AWS ainsi que Google donc offrent plus ou moins les mêmes donc services. Donc on voit que il y a une sorte d'un cartel donc indirect. Et connaît-il de la stratégie commune, par exemple vous, Scaleway, OVH, voire même Ionos? C'est une excellente question. Merci beaucoup de la poser. Moi, ma stratégie, elle est très simple.
Elle est d'expliquer que le plus gros problème qu'ont notamment les Européens dans ces business-là, c'est la vélocité. La vélocité, c'est la clé d'absolument tout. Et aujourd'hui, les services que nous on offre, qui sont plutôt les services managés, plutôt le haut de la pile, pas dans un sens qualitatif, vraiment dans un sens schématique, les services managés du haut de la pile, sont rarement des services qui sont offerts par nos camarades qui viennent plutôt du monde de l'infrastructure, soit OVH, Railway, etc. Nous, on a pour vision de dire, quand on peut, on ouvre une zone publique dessus, qu'on paye, hein, enfin c'est nous qui payons l'infrastructure et on fait de la marge au-dessus. Donc on l'a fait sur Scaleway, on l'a fait sur OVH. On a des zones privées pour l'instant sur Outscale et sur Cloud Temple. Moi j'ai envie qu'on ait des zones ouvertes, mais il faut qu'on trouve un accord commercial avec eux et ça prend du temps. Et on a également une négociation en cours avec Ionos dont je ne peux pas parler, mais clairement on discute avec Ionos de quelque chose d'intéressant et ça devrait sortir assez vite, je pense. Moi, ce que je fais comme deal, et le deal que je propose à tous les cloud providers européens qui viennent du milieu de l'infrastructure, est de dire, moi je fournis des services de cloud. Ces services de cloud-là, je peux les mettre sur vos infrastructures. On fait du revenu sharing. Vous pouvez intégrer nos services chez vous. C'est simple à faire. C'est des web composants, donc c'est hyper simple de les intégrer même dans votre panel d'administration. Les tarifs sont simples à réguler. C'est simple de s'intégrer dans votre IAM et dans votre système de facture. Enfin, tout Clever a été pensé pour ça. Et demain matin, vous avez du platform as a service, du database as a service, du function as a service, du metabase à la demande, du Matomo à la demande. Vous avez tous ces trucs-là, on vous les fournit de base. Aujourd'hui, tous, ils ont la vision de dire « Ah, mais peut-être que si on bricole du OpenShift ou si on le fait en interne, on y arrivera. » Ça fait 15 ans que je les connais. Ça fait 15 ans que tous les 3 ans, ils rebootent ces projets-là. Ça fait 15 ans que ces projets-là vont dans le mur parce que c'est pas le projet où tu mets 3 ingés à installer un OpenShift dans un coin qui te donne du platform as a service. Et ça fait 15 ans qu'on perd du temps et que pendant ce temps-là, les Américains nous bouffent nos clients sur le marché. Parce que, comme je l'ai souvent expliqué, ce qui est important, c'est d'avoir une taille de catalogue. Est-ce que pour autant je m'arrête? Non, je continue à avoir cette posture qui est de dire, soyons en partenariat, faisons du revenu sharing, travaillons les clients ensemble, fournissons au marché ce dont il a besoin, il le demande, et faisons-le maintenant. Et si pendant qu'on vend, tu utilises l'argent que tu gagnes pour créer un produit concurrent au mien et me le remplacer chez toi, fais-le, ça me va. C'est ce que j'expliquais hier. Google apporte 1/3 du bénéfice d'Apple en facture. Et pourtant, ils sont concurrents à mort. Mais à un moment donné, il faut savoir travailler ensemble parce que il faut être capable de livrer les clients pour faire de l'argent, la vélocité. Donc moi, ma stratégie, elle est très claire. Elle est de dire, notre spécialité, c'est les couches haut de la stack. Non, je n'achèterai jamais de data center et non, je viendrai jamais en concurrence de ce marché data center. C'est pas mon business et ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est faire les parties hautes. Oui, on va commencer à descendre un peu dans l'hypervision, etc., parce qu'on a des partenariats très intéressants et je vais pas vous reparler de Vates, mais c'est aussi parce que les mecs d'en face jouent pas le jeu. Donc, si vous êtes en contact avec eux et que c'est vos partenaires business, dites-leur, jouez le jeu. Il y a un business à prendre pour tout le monde maintenant. Et je ne comprends pas cette attitude-là. Je vais rajouter juste un mot pour compléter ce que vient de dire Quentin, c'est qu'on voit aussi se développer en Europe et partout dans le monde une fluidité de la distribution des services. On a parlé tout à l'heure avec Dynamo, mais il y a plusieurs autres acteurs comme ça qui sont dans cette logique de prendre des services et de les faire circuler pour qu'ils soient disponibles au plus proche du consommateur ou du client en l'occurrence. Donc cette notion de fluidification de la distribution, c'est vraiment important pour Clever aussi. On a une tonne de services managés qui sont aujourd'hui disponibles à prendre et à installer. Et notre stratégie, c'est aussi de multiplier les canaux de distribution de ces services pour qu'ils deviennent facilement consommables, soit en prenant la plateforme telle que Quentin vient de décrire, soit en prenant des services qui sont opérés par Clever mais qui sont distribués par des tiers. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en tout cas. Là, il y a une autre question. Il y en avait une ici. Ok. Bonjour. On va essayer de faire simple. J'ai une question pied dans le plat.
petit client belge depuis 2017, donc merci pour ce que vous faites déjà. J'ai connu l'époque où on se posait la question de savoir si Clever Cloud était viable. Il y a eu un talk d'ailleurs là-dessus. Je voulais savoir si aujourd'hui, malgré les chiffres de croissance qu'on a vus, tous les risques ont pu être éliminés. Et je précise ma question, une dépendance à un partenaire qui serait perdu ou défaillant. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, en toute transparence, tout est hors risque à ce niveau-là? Merci. En toute transparence, on a un taux d'endettement qui est très faible comparé aux entreprises du secteur. On a un ratio de burn qui est assez bien maîtrisé. Donc on n'a pas de problème cash à venir. Après, en ce moment, on est en phase d'investissement et ça se sent un peu, mais ça reste très raisonnable en termes de gestion. Voilà, moi j'ai quand même fait beaucoup de redressement de boîtes en difficulté. Je suis pas nécessairement le mec le plus tough du slip dans sa gestion financière au quotidien. Donc on est sur quelque chose de très raisonnable là-dessus. Je pense que la défaillance là-dessus peut pas venir. En termes de partenaires, on a bien ventilé les partenaires. Sur les partenaires infra, tous les data centers qu'on prend sont des data centers indépendants les uns des autres, avec des groupes indépendants les uns des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être emmerdé par un problème dans un décès, etc. Mais on arrivera toujours à retomber sur nos pattes. Et puis bon, un décès où les mecs s'engueulent, ça change de main, il y a du tribunal, etc. J'ai envie de te dire c'est normal, c'est comme ça que le monde des décès fonctionne. Je crois que toutes les boîtes d'infrastructure que je connais ont 25 dossiers ouverts au tribunal en permanence. Donc oui, pour autant, en général, les opérations continuent. C'est-à-dire que les mecs s'engueulent au tribunal, mais les opérations tiennent. Des fois, de façon très lointaine, des gens qui s'engueulent dans ce niveau-là. En réseau, c'est pareil. On a des boîtes différentes. On ne repose pas sur un seul prestataire réseau. En achat de hardware, on repose sur un réseau et pas sur un seul prestataire en hardware. Donc, sur toute l'infra, je dirais qu'on est globalement sans danger. Après, sur des prestataires clés où on serait emmerdé, on n'a pas de briques logicielles qui nous tiennent. On n'a que des contrats propres dessus. Je pense qu'on n'a pas de dépendance stratégique dangereuse dans le contexte. Après, comme nous, on vit de l'argent qu'on fait grâce à la clientèle, ce qu'il faut, c'est que le contexte économique éclate pas trop de nos clients. Mais sinon, fondamentalement, c'est bon. Et comme on travaille beaucoup également avec du bancaire et de l'assurantiel, on a des ratios en termes d'un seul client qui ferait trop de business chez nous, qui sont bons parce qu'on ne peut pas être dépendant d'un seul client. Donc on a des clients qui sont gros et importants, mais on n'a pas de clients qui nous tuent s'ils s'en vont, quoi. Je pourrais rajouter quelque chose aussi sur la partie risque, notamment lié à notre clientèle et le développement commercial de l'entreprise. Historiquement, Clever s'adressait à des boîtes tech, scale-up, start-up. Depuis maintenant 2 ans, on a fait quand même un gros virage sur la partie corporate, PME, ETI. Et le principal de notre développement aujourd'hui, il est vraiment lié à des entreprises beaucoup plus stables que ce que tu peux trouver par exemple sur de la start-up où effectivement on connaît un contexte économique qui est un peu complexe pour les startups. Il y a un manque d'argent aujourd'hui à lever pour les startups et on s'est orienté déjà depuis un petit peu plus de 2 ans sur une recherche de prospects, de nouvelles clientèles sur de la partie de la PME, de l'ETI et des grands comptes. On fait les deux, pour être précis. On fait les deux. En fait, on ouvre un marché plus large, mais on fait les deux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Il y avait une autre question tout à l'heure dans la salle. Est-ce que la personne peut lever la main? En attendant la question, nous allons chanter. Bah vas-y, je t'en prie. En fait, je pense que c'était plutôt une question pour Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que Dynamo Cloud? Parce que j'ai regardé vite fait tout à l'heure pendant la table ronde. J'ai l'impression que c'est une espèce de consortium d'initiatives cloud européennes. Enfin, je veux bien que tu nous fasses un petit topo parce que j'ai pas trop suivi. Okay. Another question is about what is Dynamo Cloud all about? So I'll do it in French just again, if you allow me. Dynamo Cloud, c'est une initiative d'exchange, de plateforme d'échange de services entre cloud service providers. Si moi demain, ce qui n'est pas le cas, mais demain j'ai besoin d'avoir un service de Postgres managé et que mes clients me demandent ça et que je ne l'ai pas dans mon catalogue, je vais pouvoir m'adresser à cette plateforme et regarder dans son catalogue s'il y a un autre fournisseur qui répond à des critères que je vais choisir de gouvernance, d'hébergement, de T's and C's de manière générale, et je vais pouvoir l'acheter directement et le présenter dans mon catalogue. Donc c'est
une marketplace d'échange entre cloud service providers qui permet de compléter nos offres mutuelles et donc de couvrir mieux le marché et donc de répondre à ce dont Enrico parlait tout à l'heure, qui était l'effet menu en fait. Quand tu vas chez Amazon, tu as 200 services et tu dis bon je vais le prendre chez Amazon parce que je trouverai bien ce qu'il me faut. Et quand tu vas chez OVH ou chez Clever, tu trouves peut-être que 20, 25, 100 services, quoi. Donc tu dis ils en ont moins, donc c'est moins intéressant. En fait, l'idée c'est d'arriver aux 200 services en partageant nos ressources, nos capacités à produire du service, et avec aussi une caractéristique importante, c'est que comme ce marché est ouvert, chacun peut déterminer les critères d'acceptance, parce qu'ils viennent de Gaia X aussi, les critères d'acceptance de tel ou tel service. Mais donc c'est eux qui sont en frontal devant le customer? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc c'est toi qui viens les chercher en fait en back-end. Voilà. Okay. Moi, j'ai accès à un marché où je dis, qui est-ce qui peut me vendre du Redis, qu'est-ce qui peut me vendre une runtime, qu'est-ce qui peut me vendre un time series, etc. Ou du stockage, ou que sais-je. Et voilà. D'accord. Et c'est une intégration purement commerciale ou bien il y a une intégration technologique sous-jacente obligatoire, quoi. Enfin. So this is a very shallow integration. It's just a set of APIs between cloud service providers, that access this market, and then from the market you can discover the services, and I guess Quentin is really pressing me to get an answer there. Non, en fait, il y a aussi un truc sur le réseau, mais qui est en train de terminer sa mise en œuvre. Voilà. Parce que sinon, tu as des problèmes de policy network, et c'est en train de terminer sa mise en œuvre, ça, dans la discussion. C'est bon? C'est plus clair? Et sinon, si vous avez des questions sur Dynamo, Enrico is here. J'ai une question en ligne sur une personne qui dit qu'il a du mal avec une volonté, voire une stratégie open source, avec les entreprises qui ont une volonté de stratégie open source, mais qui n'ont rien prévu pour remplacer Outlook, Office ou même Windows. Je pense qu'on peut parler un peu de Collab Next en l'occurrence. Je ne sais pas si Alain est là, mais... Alors, je vois le fond de la question. On a un historique. L'historique, c'est que, tu en as parlé, c'est qu'on a 15 ans d'existence et qu'au gré de ces années-là, on a fait des intégrations, notamment. La question est vraiment de voir pour un écosystème qui peut remplacer Microsoft Windows, Microsoft Office, tout ce qui est collaboratif. Justement, aujourd'hui, on est plutôt en train de tester justement différentes solutions, notamment Apache James, ce genre de choses. Non, En fait, c'est pas ça. Le point, c'est que la suite collaborative, c'est un sujet extrêmement compliqué parce que il y a un gros faiseur qui a pris le marché dans les années 80-90 et qui depuis coup fait de la vente liée depuis. Est-ce qu'ils ont déjà été condamnés pour cette vente liée? Oui. Est-ce qu'ils continuent à faire de la vente liée? Oui. Est-ce qu'ils vont se faire recondamner? Probablement. Est-ce que ça changera quelque chose à leur pratique indécente sur le marché qui leur permet d'imposer leurs autres services, que ce soit l'IA ou le cloud? Non, parce que la condamnation arrivera trop tard. C'est pour ça que dans mes activités de militantisme à un niveau européen, dont j'ai mandat notamment au nom de Clever et de l'Open Internet Project, j'explique qu'il nous faut des mesures conservatoires qui sont des moyens d'action immédiats de régulation du marché. Et pour l'instant, c'est bloqué. Peut-être qu'on a un problème politique de gens qui seraient trop proches de l'Atlantique dans les directions européennes. Peut-être. Néanmoins, on va continuer à se battre dessus. Nous, en tant que cloud provider, on n'est pas censé aller dans les suites collaboratives. C'est le métier d'autres gens. C'est le métier notamment du projet Collab Next. C'est le métier de partenaires qu'on a également avec l'Inagora. Et on pousse un certain nombre de projets, c'est les métiers avec des gens comme XWiki, etc. Mais en fait, tout ce petit monde en fait bosse tout le temps ensemble et dans des projets et s'envoie des morceaux d'open source, etc. Pour moi, il y a différents problèmes. Il y a un problème de mail qu'on essaye de solutionner. En ce moment, on travaille sur plusieurs projets très concrets pour solutionner le problème de mail. Il y a des problèmes de stockage documentaire. Il y a des problèmes d'IA. Et puis, il y a un problème final qui est effectivement la suite collaborative elle-même, le Word, Excel et PowerPoint. Et là, pour être tout à fait sincère, on va bientôt proposer quelque chose de très ambitieux d'un point de vue open source. Mais parce que là, il faut rééquilibrer un marché qui est déséquilibré. C'est un peu en dehors de notre spectre. Donc nous, pour l'instant, on a plutôt tendance à pousser nos partenaires dessus et les aider tant qu'on peut en fournissant des choses qui simplifient leur vie en dessous.
mais c'est pas notre boulot à nous de faire une suite collaborative. Et très sincèrement, il y a tellement de travail dans le cloud que je peux pas. Et en plus, on n'a pas les moyens d'investir dedans. Et encore une fois, on a des partenaires dessus. Le projet Column Next et ce qu'on fait avec Column Next est à mon avis la bonne porte. Ce qu'on fait également avec l'Inagora sur certains points ou expliquer, à mon avis, pousse dans le bon sens pour aller vers des solutions de ce point-là. Une petite anecdote rapide ou juste une dystopie, on va dire que ça n'existe pas. Imaginons une grande entreprise qui proposerait et des services de cloud et des services de bureautique. J'ai besoin d'avoir des services de bureautique, mais je sais que je vais avoir de meilleures conditions sur mon service bureautique si j'achète aussi des services de cloud en parallèle. Ou réciproquement, j'ai besoin de services de cloud, mais je vais avoir de meilleures conditions d'accès à mon service cloud si je prends aussi des services bureautiques. Et ce nœud-là, cette interdépendance qui est létale, eh bien, c'est un sujet qu'on essaye de craquer, de débloquer. Et une des façons de le faire, c'est s'adresser aussi, puisqu'on fait du cloud déjà, essayer de faire en sorte qu'il y ait une émergence d'alternatives bureautiques qui permettent de casser ce lien et donc de retrouver un peu de flexibilité dans la distribution. Voilà, j'ai parlé de personne. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que pour aider à évangéliser votre catalogue de services, à adopter en fait à votre catalogue de services, vous envisagez une forme de formation pour les utilisateurs ou d'un plan de formation même pour vos clients pour justement les intégrer plus facilement ou même pour vos partenaires de services, proposer plus facilement vos services plutôt que d'autres hyperscalers? Pour être tout à fait franc, la certification Clever Cloud s'est pris les pieds dans le plat parce qu'on a eu un problème avec le partenaire qui le faisait. Et c'est pas du tout le partenaire qui a posé problème, c'est le monde, l'univers et tout le reste. Donc la certification Clever Cloud arrive avec une formation et une certif. Parce qu'on sait que le marché en a besoin. On est dessus avec un nouveau partenaire. Ça a mis un peu de temps à se set-up, mais on est dessus et on est très intéressé. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Vous envoyer un mail, parce qu'on va avoir besoin d'onboarder des gens au démarrage sur ce truc qui va être un peu bumpy. Et par ailleurs, on est en train de mettre en place un portail partenaire pour tous nos partenaires sur l'accessibilité à de la doc commerciale. Si tout va bien, on aura aussi un LLM entraîné à qui tu pourras poser des questions pour qu'il te fasse tes morceaux de doc commercial et aller coller dans tes trucs. Donc on est en train de créer un portail partenaire pour vous fournir de la doc et des services pour faciliter l'intégration. Et puis on travaille l'assertif. En complément de ça, on organise aussi des webinaires ou des broadband launch sur lesquels alors c'est principalement Horatio qui anime ça, qui est en haut dans les démonstrations, donc n'hésite pas et Victor qui est là. Tu fais coucou, comme ça vous pourrez. Et en fait, ça permet effectivement de faire de la formation. Donc, on est en train de dérouler un programme là-dessus qui permet justement d'embarquer un peu de monde et certaines entreprises directement. Et on a également un programme de formation sur certains intégrateurs qui ensuite accompagnent les entreprises dans l'intégration de leurs services sur Clever. On a un programme dédié aux startups, justement, qui les aide à monter en compétences sur les technologies du cloud et celles de Clever Cloud en particulier. Je vous invite à écouter le talk cet après-midi de Clément Nivol, qui est en charge de ce programme, qui expliquera la manière dont on accompagne les entreprises et les startups dans l'adoption des technologies du cloud, et donc en particulier de la formation. On avait une question justement sur comment entrer dans des logiques de partnership pour ceux qui ne sont pas forcément des fournisseurs comme les ESN. Je pense qu'on a à peu près répondu à la question, sauf si Florent, tu veux en redire peut-être une... Ouais, on avait pas mal de ESN qui étaient invités sur ces 2 jours. On est en train de sortir un programme dédié justement aux ESN en mode partenariat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Victor, qui est juste là, arrive dans notre équipe, dans l'équipe commerciale qui va s'occuper de tout le développement des partenariats avec les ESN. L'objectif est de proposer, comme la plupart de nos concurrents, une offre qui va réellement répondre à des besoins du quotidien des ESN et pouvoir les accompagner à grandir avec nous.
Merci. J'ai une question qui est très différente. On a parlé beaucoup de choses qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique et d'éventuelles guerres douanières. Ça pourrait avoir un impact en Europe, notamment ce qui se murmure dans les instances européennes. C'est une éventuelle frappe sur les grands groupes numériques américains, avec une augmentation des tarifs à craindre éventuellement pour les consommateurs finaux. Est-ce que ça pourrait pas avoir un impact sur vous en termes commerciaux, puisque ça pourrait ramener beaucoup de monde chez vous? Et est-ce que c'est des choses que vous envisagez, notamment pour être capable de passer à l'échelle s'il y a besoin? Donc moi j'appelle de mes voeux une telle idée, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui on leur a déroulé le tapis rouge et que c'était pas nécessairement une grande idée. Je rappelle que tous ces grands groupes, un groupe comme Amazon, il se déploie parce qu'il y a de la fibre optique et du cuivre qui a été passé partout en France grâce aux impôts des Français, qu'il y a des routes pour faire passer des camions de livraison qui sont déployés grâce aux impôts des Français et que ces gens-là payent pas leurs impôts. Donc ça pose un peu un problème à mon humble avis. Et donc moi je pense qu'il faudrait taxer largement ces groupes-là, histoire de remettre les choses un peu au carré en termes d'investissement. Parce que souvent, on ne parle pas des investissements comme ça. Effectivement, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, on est un secteur industriel. Si on est un secteur industriel, il faut multiplier tes fournisseurs. Et moi, ce que je dis aux grands groupes, c'est très bien, donnez-nous 3-5% de votre besoin. Et ça se passera très bien. Et on sera capable de croître. Si aujourd'hui, on doit récupérer tout le CAC 40, on est mal, parce qu'on ne sait pas le faire. Par contre, ça ne se produira jamais. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on va en gagner. Et on le voit, hein, clairement, aujourd'hui, commercialement, l'ambiance change. Et c'est non seulement parce qu'on prend du poids, mais c'est aussi parce qu'effectivement, le contexte est meilleur pour nous. Et en fait, du coup, il va falloir croître. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, David va passer sa vie à raquer des serveurs, et ce sera très bien. De manière générale, on a passé la période la plus dure de l'année pour nous, en termes de croissance rapide des infrastructures. Le nouvel an chinois est passé. Ils sont tous rentrés de vacances, on peut retourner commander des serveurs. On a du temps pour encore 1 à 2 questions. Est-ce qu'il y en a? Levez la main, si c'est le cas. Mais tu sais que je t'adore. Merci beaucoup pour l'événement. Je vais pas faire le novice, ça fait 12 ans, 15 ans qu'on se connaît. C'est pas nouveau. Vous parlez pas mal de partenariats avec des boîtes pour construire une offre en fait avec d'autres personnes, ce quoi je suis tellement convaincu que je l'ai fait avec vous. Et comment vous allez voir vos clients à leur dire on va faire une réponse conjointe, c'est-à-dire nous Clever Cloud avec l'infrastructure, avec le service qu'il y a autour, mais d'autres parties aussi que vous ne fournirez pas d'expertise autour du logiciel, et d'être capable dans un appel d'offres, parce que moi c'est un éternel problème que j'ai, où il y a un appel d'offres qui contient un nombre de lignes que ne peuvent absolument pas tenir un seul prestataire. C'est une excellente question et c'est peut-être ce qui nous différencie beaucoup d'autres cloud providers. Et c'est pour ça que des fois je nous qualifie comme solution provider en plus de cloud provider, parce que c'est comme ça qu'on veut présenter les choses. C'est que les enjeux sont métiers, et dans les enjeux métiers, tu vas avoir des enjeux finance, des enjeux IoT industriel, des enjeux identité, gestion d'identité, etc. Et ce qu'on a velléité à faire, c'est d'avoir la solution technique et le partenaire ou les partenaires qui peuvent répondre en termes d'intégration, mais sur lesquels nous, on se positionne pour venir répondre à l'appel d'offres et venir quelque part en tir groupé, de manière à avoir un client qui se dit ok, là j'ai des gens qui viennent main dans la main solutionner mon problème, et c'est très rassurant en fait pour le client de se dire ok, ils sont pas en train de se battre entre eux, etc. Tu vois. Donc c'est un peu l'approche qu'on a. Elle va être mieux reflétée au travers du site web avec ces aspects solutions qu'on va mieux mettre en avant, et avec la mise en avant des partenaires justement sur les différents segments métiers et business que je viens d'évoquer. Donc je pense que ça s'aligne parfaitement. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un mot. Alors, il se trouve que moi je suis le doyen de Clever Cloud, plus âgé. Et les gens m'appellent Père Castor, non c'est pas vrai. Mais je vais quand même vous raconter une histoire. Bon, enfin, en tout cas, pas directement. Une histoire que moi-même, j'ai pas connue malgré mon grand âge, c'est l'histoire d'un langage qui s'appelle COBOL. Je sais pas si vous avez entendu parler de COBOL.
Eh bien, en fait, en COBOL, il y a encore des millions de lignes qui existent, qui tournent, qui produisent des services bancaires. Quand je dis des millions, oui, des dizaines de millions de lignes qui existent, qui produisent des services bancaires. Et ces gars-là tournent avec des infrastructures, des mainframes, des systèmes qui sont tenus avec des bouts de scotch, des bouts de ficelle, parce qu'il n'y a plus les pièces, il n'y a plus les compétences, plus personne sait faire quoi que ce soit avec ces ordinateurs. Et donc, il y a un vrai problème de savoir comment on fait la migration. Et donc, il y a une boîte française, là, un représentant qui est juste là, avec qui on travaille pour essayer de porter du COBOL sur le cloud. Donc, c'est un produit qui s'appelle Superbol. Bon, ok, c'est un jeu de mots un peu... On peut discuter, mais tu verras bien. Mais voilà, c'est là une explication, une manière de travailler ensemble. On adresse un problème qui est un vrai problème bancaire. On parlait tout à l'heure dans nos partenariats, on partait d'écouter le client. Ben voilà, une question, un vrai problème dans une industrie bancaire avec un partenaire qui dit moi j'ai un super transpiler COBOL C, je sais faire de la conversion rapide. On travaille avec eux pour produire une solution pour répondre à une problématique bancaire et donc de répondre à des appels d'offres dans lesquels on va dire je veux migrer mon COBOL vers du cloud, mais personne n'est capable de le faire. Ben voilà un exemple de la manière dont on peut le faire. Et je dirais que la dernière situation, c'est que des fois, ce qui va être demandé par le client, notamment dans un appel d'offres, c'est beaucoup de services, du cloud et des licences logicielles. Et dans ces cas-là, nous, on essaye de construire en ce moment, et notamment avec certaines ESN, donc soit des boîtes très grosses, des Octo Action Tour, des Sopra, des SCC, soit des plus petites mais très spécialisées, mais qui ont déjà une assise du Zenica, du Serli, des structures comme ça. Ça va être de systématiser des réponses à appel d'offres dans lesquelles on peut embarquer nos experts, mais qui vont prendre que les bouts d'expertise qui les intéressent. Et l'idée, ça va être de fournir l'ensemble et de systématiser les réponses d'appel d'offres. Et c'est aussi pour ça que le portail partenaire est là pour intégrer un LLM, etc. C'est pour vraiment essayer de faire en sorte que les propals partent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement parce qu'on crée les consortiums de façon très systématique et sans trop se poser de questions. Et c'est aussi pour ça qu'on va mieux animer le réseau de partenaires et c'est aussi pour ça qu'on a déplacé Victor dans les équipes de Florent. C'est pour avoir des gens qui connaissent tous nos partenaires parce qu'ils ont bu des coups avec et qui sont capables du coup de rapidement faire le lien de ah ouais ça c'est le bon deal, ah ouais ça c'est le bon deal, ah ouais ça c'est le bon deal. On fait un mail de centralisation, on fait un coup de LLM rapide sur le truc pour faire une première étape de réponse, on fait le chiffrage, on envoie. Et ça c'est le but, ça va être de systématiser effectivement ces choses-là et peut-être que des fois la réponse sera pas portée par nous, mais qu'on aura aidé à se faire le consortium parce que on est un peu le point de congruence de l'écosystème. Et Victor boit beaucoup. On a encore quelques questions en ligne, mais je pense qu'on va prendre une seule et unique question pour des questions de timing. Est-ce qu'il y a une question en salle? Et pour les questions restantes... Pendant que tu vas à la question en salle, moi j'ai une question pour la salle. Est-ce que ce format AMA vous aide? Et si vous aide, est-ce que vous aimeriez qu'on le reproduise en ligne? Une fois de temps en temps, je sais pas, par quarter ou un truc comme ça, qu'on puisse créer un format AMA pour toute notre communauté comme ça. Ok. Vote positif. Ok. Question un petit peu plus terre à terre. Est-ce que vous avez des plans, parce que vous avez du déploiement un peu automatique, etc., de supporter plus des process de data management, donc du Spark Manager, ou des choses du genre? Parce que du coup, je vois des boîtes se lever sur ce domaine. Ouais, parce que ça fait 3 ans que je veux faire ça. En fait, effectivement, tu le dis bien, c'est qu'en fait, il y a le monde transactionnel de la gestion de données, c'est-à-dire que le monde applicatif, etc. Et dans ce à quoi aspire Clever, c'est toujours de simplifier les choses. Et donc, on travaille aujourd'hui de manière un peu cachée à faciliter une réplication de ton environnement transactionnel vers un environnement analytique. Alors, ça va être des gros mots, mais techniquement, ça veut dire que c'est du parquet sur de l'object storage, etc. Il y a des années, on a initié un projet de R&D qui s'appelle le Unified Query, qui permet d'exprimer des requêtes SQL analytiques
qui vise différents types de bases de données, qui peuvent faire des jointures sur des sources différenciées, etc. Donc aujourd'hui, ce projet-là est très important. Avec la réplication analytique, ça permet de dire qu'en fait, tu as un environnement de query. En fait, c'est une sorte de BigQuery, tu vois, qu'on est en train de préparer. Mais toujours fidèle à ce qu'on veut faire, on veut qu'en gros, ce soit en un clic. Tu dises, bah voilà mes sources de données. Je décide de répliquer ces tables-là, en ayant éventuellement de l'offuscation, de l'anonymisation, de la sélection, du filtrage, etc., pour avoir uniquement ce que tu veux dans ton data lake. Et à la fin, tu as un data lake en un clic sur lesquels tu as toutes les stratégies d'interrogation. Plus le temps passe et plus les technos évoluent aussi. Et aujourd'hui, on est en train d'intégrer des choses comme du DuckDB pour avoir justement de l'analytique très très performant. Donc on va fournir. J'en ai pas parlé parce que je sais pas si on va réussir à le livrer cette année, mais j'espère. Mais effectivement, on risque d'avoir une sorte de BigQuery sur Clever pour les besoins analytiques, et ce sera le point de départ pour ensuite développer des ETL ou des choses de manipulation avec les étapes de traitement de données derrière. Et merci pour ta question. Dernière question cloud peut-être, si on a le temps, je sais pas trop. Je pense qu'on a déjà un quart d'heure de retard. Il y a encore une conférence derrière. Les dernières questions, on va y répondre en ligne. Ça marche. Merci à tous. Merci beaucoup.